Bonjour à tous, je suis Caroline Diou, je suis une conférencière de pneumologie et chef de clinique de pneumo sur Paris. Aujourd'hui, on va faire une conférence de travaux pratiques, c'est-à-dire que c'est une succession de questions de QCM, QRP, CROC, KFP, comme ce que vous aurez à l'EDN. Donc, dans cette conférence, on va voir un certain nombre d'items, les troubles du sommeil, les opacités et masses intrathoraciques, la BPCO, un peu de cancer et les corps étrangers des voies aériennes. On va commencer par un KFP. Donc, Monsieur Nadan a 55 ans, il a comme antécédent du diabète, de l'hypertension artérielle et une obésité avec un IMC à 32. Il est chauffeur routier. Il vous consulte car depuis plusieurs mois, il se sent très fatigué et fait régulièrement des siestes la journée. Qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire? Donc là, j'attends 2 réponses. Et on va rechercher la ronchopathie et l'évaluation de sa thymie. Donc la A, c'est faux parce qu'il n'y a aucun caractère familial / génétique dans le syndrome d'apnée du sommeil. La ronchopathie fait partie d'un syndrome du SAS. La pollacurie, c'est faux puisque c'est la nicturie. Et les tremblements, ce n'est pas un symptôme du SAS. Quand vous avez un patient qui arrive du coup en consultation qui vous dit qu'il est très fatigué, qu'il dort beaucoup, il y a un diagnostic différentiel très important auquel il faut penser, c'est le syndrome dépressif. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir l'évaluer. Je vous ai rappelé les symptômes du syndrome d'apnée du sommeil. Donc, d'une part, vous avez les symptômes nocturnes. Donc, la ronchopathie, c'est la même chose que les ronflements. Hein, c'est juste un terme un peu plus médical, mais c'est pareil. Les patients vont faire des pauses respiratoires au cours du sommeil et en fait, ça, c'est l'entourage qui le décrit. Les patients vont en fait se réveiller avec des sensations d'étouffement et de suffocation pendant leur sommeil. Ils peuvent aussi se plaindre d'insomnie, hein, de ne pas arriver à dormir. En fait, ça peut tout à fait révéler un syndrome d'apnée du sommeil. Et puis, ils ont une nicturie, hein, donc en fait, ils vont se réveiller pour aller faire pipi plus d'une fois par nuit. Donc ça, c'est les symptômes nocturnes. Et vous avez d'autre part les symptômes diurnes, donc la somnolence diurne excessive. Voilà, hein, le patient qui vous dit dès que je suis sur un banc dans le parc, je m'assoupis. Dès que je regarde la télé, je m'assoupis. L'asthénie, bien sûr. Les troubles cognitifs, hein, quand on ne dort pas ou très mal, en fait, on a des troubles de la concentration, de la mémorisation. Les troubles de la libido. Et les patients peuvent se plaindre de céphalée matinale. Donc, tous ces symptômes-là, en fait, c'est des symptômes, ils ne vous le décriront pas forcément et c'est à vous d'aller les rechercher. Et donc, c'est bien sûr à vous de les connaître. Vous avez les diagnostics différentiels du syndrome d'apnée du sommeil. Je vous ai mis en gras ceux auxquels il faut franchement penser. Le premier, c'est la dette chronique du sommeil. Et alors ça, il y a beaucoup de patients qui consultent parce qu'ils sont très fatigués, ils dorment beaucoup la journée, ils n'en peuvent plus. Et en fait, quand on les interroge, ils se couchent à 1h du matin parce qu'il y a le film qui passe et ils se réveillent à 5h du matin parce qu'il faut qu'ils aillent au travail. Donc ça, c'est des problèmes d'hygiène de sommeil. Voilà, ça, c'est un gros diagnostic différentiel. Et le deuxième gros diagnostic différentiel, c'est la dépression, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a également la somnolence iatrogène, hein, notamment les traitements psychotropes. Voilà, un patient qui prend une barrette de benzodiazépine le soir, forcément, le matin, il peut être fatigué. Et puis, certains antalgiques, notamment tous les dérivés morphiniques. Vous avez l'insomnie chronique, les hypersomnies centrales telles que la narcolepsie, donc là, on est dans les diagnostics quand même rares, hein. Et puis le syndrome des jambes sans repos, où votre patient, en fait, il a l'impression de devoir tout le temps bouger ses jambes le soir, de devoir se lever. Parfois, il se lève à 3h du matin pour aller faire le tour du pâté de maison parce que ils ont cette envie irrépressible de bouger leurs jambes.
Et donc, forcément, ça provoque de l'apnée, de la fatigue. Donc, sa femme se plaint effectivement qu'il ronfle et elle est inquiète puisqu'il fait des pauses respiratoires la nuit. Il dit se lever 4 fois la nuit pour uriner. Le score d'Epworth est à 15. Donc, je vous rappelle que supérieur à 11, c'est synonyme d'une hypersomnolence diurne. Donc, qu'est-ce que vous prescrivez comme examen? Là, c'est un croc. Vous prescrivez une polygraphie ventilatoire. La polygraphie ventilatoire, c'est l'examen de première intention quand vous suspectez un syndrome d'apnée du sommeil. Vous lui prescrivez la polygraphie. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la consultation. Hein. Vous allez lui prescrire et puis ça dépend où vous êtes, hein, si c'est en cabinet, à l'hôpital. Mais dans tous les cas, le patient, il va revenir, il va se faire appareiller, il va rentrer à la maison, il va dormir une nuit, puis il va ramener l'appareillage pour l'analyse. Donc, à la fin de votre consultation, qu'est-ce que vous lui prescrivez? C'est une question à réponse multiple, mais j'en attendais qu'une seule, c'est l'arrêt de travail. Hyper important. Votre patient, il est chauffeur routier, il se plaint d'une hypersomnolence. Et donc là, pour le coup, c'est médico-légal, hein, c'est votre responsabilité de lui prescrire un arrêt de travail. Si vous ne le faites pas et que le lendemain, il fait un accident et il y a des morts, en fait, c'est votre responsabilité, elle est mise en jeu parce qu'il vous avait dit qu'il y avait une hypersomnolence diurne. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire. Donc là, il est chauffeur routier, donc il n'y a même pas de question. Mais si votre patient, par exemple, il vous dit moi, je vais au travail, j'ai besoin de ma voiture parce qu'il n'y a pas de transport, etc. C'est pareil. Là aussi, s'il ne peut pas y aller autrement qu'en voiture à son travail, il faut lui faire un arrêt de travail. Jusqu'à quoi? Jusqu'à temps qu'on ait le résultat de la polygraphie ventilatoire et que le patient soit pris en charge, notamment par la pression positive continue. À propos du SAS. Donc là, c'est un QCM, hein, /QRM, c'est pareil. Donc j'attendais la réponse A, D et E. Le syndrome d'apnée du sommeil est défini par un index d'apnée-hypopnée supérieur ou égal à 5. Et donc, ça, faites bien attention, ce n'est pas supérieur ou égal à 30, puisque supérieur ou égal à 30, ça définit le SAS sévère. D'accord? Donc, inférieur à 5, il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil. Entre 5 et 15, c'est un SAS léger. Entre 15 et 30, c'est modéré. Et supérieur à 30, c'est sévère. La B, c'est faux, il n'y a pas d'hypoventilation alvéolaire nocturne. L'hypoventilation alvéolaire nocturne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la PCO2 va augmenter dans la nuit, ce qui n'est pas le cas. Dans le SAS, en fait, vous allez avoir la saturation qui va baisser, elle va baisser progressivement. Et en fait, quand vous n'avez pas de maladie bronchique respiratoire, votre cerveau, il va se réveiller tout de suite. Et en fait, pour désobstruer les voies aériennes. Hein, et donc, il n'y aura pas le temps d'y avoir une PCO2 qui augmente. L'hypoventilation alvéolaire nocturne, on la suspecte hein, quand les patients, pour le coup, ils ont une BPCO post-tabagique ou les patients qui ont une maladie neuromusculaire, d'accord, par exemple une atteinte diaphragmatique. Bon, là, on peut leur faire ce qu'on appelle une capnographie qui va mesurer la PCO2 la nuit et là, on aura une hypoventilation alvéolaire nocturne. En tout cas, pas dans le syndrome d'apnée du sommeil. Le score d'Epworth, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est supérieur ou égal à 11 qui traduit une somnolence diurne excessive. Bien sûr, ça ne fait pas le diagnostic d'un SAS. Hein. Un score d'Epworth à 18, ça ne veut pas dire que vous avez un SAS. Il faut faire la polygraphie ventilatoire pour le confirmer. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être responsable de troubles mnésiques hein, quand on ne dort pas. On a des troubles de la concentration. Et également, ça peut favoriser le développement du diabète par en fait augmentation de l'insulinorésistance.
La polygraphie ventilatoire. Est-ce que c'est l'examen de référence pour le diagnostic de SAS? Alors là, il y a une petite subtilité. C'est l'examen de première intention, mais ce n'est pas l'examen de référence. L'examen de référence, c'est la polysomnographie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. La polysomnographie, il va y avoir beaucoup plus de capteurs et on va pouvoir vraiment analyser l'ensemble de l'architecture du sommeil du patient. On va faire un hypnogramme, ce qu'on appelle. Et donc, c'est un examen qui est plus onéreux et qui prend beaucoup plus de temps à analyser. Et donc, si c'est seulement, entre guillemets, une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, on va se contenter seulement d'une polygraphie ventilatoire. On fera la polysomnographie, soit parce que le résultat de la polygraphie ventilatoire ne nous satisfait pas, c'est-à-dire qu'il y a un IAH qui est trop bas par rapport à ce qu'on pense, ou parce qu'on suspecte un autre trouble du sommeil, donc par exemple la narcolepsie, l'insomnie chronique d'ailleurs, on leur fait des polysomnographies. Voilà, c'est pour surtout les diagnostics différentiels. À savoir aussi, la polygraphie ventilatoire, elle va avoir tendance à sous-estimer l'index d'apnée-hypopnée par rapport à la polysomnographie. Pourquoi? Quand on fait une polygraphie, on ne sait pas trop quand le patient il dort, parce que je vais vous montrer un petit peu les sangles, les capteurs, etc. Mais comme il n'y a pas d'électroencéphalogramme, on ne sait pas quand le cerveau dort. Donc, le patient, il peut tout à fait avoir des phases dans la nuit d'insomnie, il ne dort pas du tout, et donc ça n'enregistre pas d'index d'apnée-hypopnée. Et donc, on a l'impression que ça sous-estime, quand on fait une moyenne, ça va sous-estimer l'IAH par heure de sommeil. Alors que dans une polysomnographie, on va exactement savoir à quel moment le patient s'endort, à quel moment il passe les